Les vrais faux amis du petit déjeuner. Extrait de la webconférence organisée par le fonds Solid Grounds, structure scientifique d'intérêt général, et par Planet Score, l'étiquette indépendante qu'il détient. Une conférence pour déminer un grand nombre d'idées reçues sur l'alimentation et la santé. Eh ben, merci Anthony pour la présentation et merci Sabine également pour l'introduction que je partage totalement et justement pour me présenter assez rapidement à ce niveau-là. C'est un sujet que j'ai sur l'introduction que tu as présentée, que j'ai beaucoup enseigné notamment à l'École polytechnique de Lausanne sur les enjeux mondiaux 2050, c'est-à-dire quelles sont les projections qu'on peut faire d'un point de vue alimentaire autant d'un point de vue de la santé individuelle, voire thérapeutique, mais aussi d'enjeux beaucoup plus systémiques et à long terme, comme les enjeux notamment écologiques, géopolitiques, sanitaires, économiques, que tu as cités à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que mon activité est vraiment d'essayer de rapprocher notamment trois dimensions qui sont particulièrement importantes quand on parle de nutrition. C'est la... Pardon, alors je suis un peu perturbé parce que je me vois en mode... vous voyez bien l'écran, c'est bon? Oui, ok. Euh, sur- Quand on parle d'alimentation, pour moi, trois approches sont essentielles. Alors, quand je dis moi, c'est pas directement me concernant, hein, c'est sur bien sûr la base de la littérature. C'est l'impact nutritionnel, bien entendu, mais aussi l'impact toxicologique et l'impact écologique. Et malheureusement, quand on parle de nutrition, on va parfois aller dans des discours qui vont être extrêmement spécialisés, une approche qui peut être très pointue et très juste mais qui occulte complètement d'autres notions, notamment les notions toxicologiques et les notions écologiques, qui sont bien sûr des aspects à considérer par rapport à des enjeux sur du long terme, à l'échelle collective avant tout. Alors, je vais juste utiliser un petit peu notre exemple du petit déjeuner pour vous parler un petit peu de ces idées reçues, dans la mesure où on aurait pu aborder le sujet des idées reçues de plein de façons. Mais c'est vrai que finalement, le petit déjeuner va recueillir finalement un certain nombre d'exemples qui sont très intéressants et qui vont complètement dans la continuité de ce que vous a présenté Anthony auparavant. Et déjà, cette notion du jus d'orange, du jus de fruits qui a cette bonne presse hein, d'être considéré comme un geste santé en matière de nutrition. Alors, en fonction de votre niveau de connaissance, je vais peut-être vous indiquer des notions qui vont vous paraître très simples, voire simplistes, parfois peut-être un petit peu compliquées, mais je pense qu'au niveau des questions, on aura peut-être l'occasion de rentrer un peu plus en détail à ce niveau-là. La baguette de pain, on la connaît tous également comme étant un féculent. Et donc, une des premières recommandations quand on va parler de petit déjeuner, c'est bien sûr de consommer une source de féculents et notamment du pain. On va souvent faire la chasse au gras, à savoir qu'on va effectivement plutôt privilégier un produit sucré, que ce soit du miel, de la confiture. On va parfois aller sur ces notions de pâte à tartiner que vous connaissez bien, je vais pas citer de marque, je pense que j'en ai pas besoin, qui va revendiquer parfois une traçabilité quasi vertueuse, qui va également revendiquer une qualité nutritionnelle à travers la qualité des noisettes qui vont être incorporées dans la préparation, voire le lait qui va apporter du calcium, etc. Ici, vous avez un petit panel de ce qu'on retrouve classiquement également quand on parle de céréales du petit déjeuner. Et on est ici au summum, j'ai envie de dire, au niveau de la caricature de ce qu'a pu vous indiquer Anthony auparavant, à savoir que effectivement, on a ces céréales du petit déjeuner qui sont des produits ultra transformés par définition, par soufflage, par extrusion, dans lesquels on va rajouter un certain nombre d'additifs qui vont donner cette fameuse coloration ou autre qu'on donne à nos enfants sans même effectivement s'interroger sur potentiellement des effets à long terme à ce niveau-là. Et c'est là où l'approche toxicologique est particulièrement intéressante. Mais c'est malheureusement en fait ce que vont manger la plupart des... Alors la plupart, c'est peut-être exagéré quand je dis ça, mais en tout cas beaucoup d'enfants, voire des grands-enfants et des adultes qui vont aller vers des produits allégés à 0% de masse grasse, etc., mais sous forme totalement extrudée. Là aussi, je ne vais pas vous citer de marque parce que vous en aurez un certain nombre en tête. On a aussi
notion hein, des galettes de riz soufflées qui sont des produits légers, croustillants, comme pour les céréales soufflées et qui seraient particulièrement indiqués pour non seulement apporter de la satiété au cours de la matinée, mais aussi pour bien réguler son poids. Et c'est totalement là aussi à l'image de ce que vous a indiqué Anthony. Vous avez ces produits encore une fois, qui vont être sous des formes extrudées, alors sans citer de marque non plus, mais on a des produits qui ont une très bonne presse, tout simplement parce qu'ils vont être sans gluten. Et donc, beaucoup de personnes qui vont chercher à limiter leur consommation de gluten, notamment au petit déjeuner, vont être très friands de ces préparations. Et c'est vrai que sous le spectre du gluten, c'est un produit qui peut être intéressant. Mais d'un point de vue de la santé et de la réponse, notamment insulinique, suite à la consommation de ce type d'aliments, c'est tout sauf quelque chose qui va être intéressant, ce qui fait qu'il y a une vraie cacophonie nutritionnelle aujourd'hui. Et je pense que si vous êtes là, vous êtes bien au fait de cette notion. Et la difficulté, c'est effectivement de réussir à trouver un minimum de discernement dans l'ensemble de ces discours. Et encore une fois, avec des discours qui parfois peuvent être justes quand on les regarde sous un angle particulier. Encore une fois, nutritionnel, toxicologique, écologique. Et je vais vous donner un certain nombre d'exemples où effectivement on peut se retrouver avec des aliments qui sont tout à fait vertueux sur un de ces critères, mais qui seront au contraire délétères sur un ou deux des autres aspects. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de politique de santé publique, on n'a aucune politique de santé qui intègre ces trois dimensions. Euh, je me répète un peu, mais volontairement, toxicologique, nutritionnelle et écologique. Euh, Alors que finalement, quand on mange un aliment, effectivement, déjà, on ne mange pas qu'un ensemble de nutriments, et ça, Anthony vous l'a parfaitement indiqué, mais on va manger potentiellement des xénobiotiques, on va manger potentiellement des contaminants, on va effectivement avoir un impact écologique sur différents critères. Sabine parlait des limites en termes de limites planétaires. On a effectivement ces 9 limites planétaires. On sait qu'aujourd'hui, on en a dépassé 6. Et la plupart des modèles agricoles, en fait, impactent ces limites. Donc, tout dépend effectivement de l'angle d'approche qu'on va avoir. Alors ici, je caricature un petit peu à travers ce schéma. J'espère que vous l'aurez compris. Bien évidemment, quand vous allez sécréter de l'insuline avec la plupart des aliments, voire tous les aliments que j'ai mentionnés jusqu'à présent, vous n'allez pas faire chuter drastiquement votre taux de sucre, hein, donc votre glycémie au point de générer une hypoglycémie franche, mais on arrive un petit peu dans cette zone grise hein, qu'on appelle vulgairement l'hypoglycémie réactionnelle. Et effectivement, plus vous allez avoir des aliments qui vont être transformés, plus vous allez avoir une charge insulinique, une charge glycémique. Je vais vous parler de la nuance par la suite. Et plus le risque de retour à l'homéostasie glycémique pardon, le retour va demander du temps et plus le risque d'hypoglycémie réactionnelle va être important dans le sens où on va avoir un temps de décalage entre l'action de l'insuline et le retour à la valeur d'homéostasie, ce qui va se traduire non pas par une hypoglycémie franche, mais simplement par une appétence vers un peu plus de produits sucrés, puisqu'on sait que le cerveau est un organe glucodépendant, et donc il va réclamer du sucre dès qu'il va atteindre une valeur minime par rapport à cette valeur physiologique de glycémie. Il va également être un peu moins concentré, donc on va être nous-mêmes moins concentrés, on va être moins performant au niveau physique, et c'est classiquement ce qui nous arrive en fin de matinée quand on a pris un petit déjeuner tel que celui que j'ai mentionné précédemment. On va être un petit peu plus irritable, un peu plus à fleur de peau, tout simplement parce que nos émotions sont aussi bien sûr liées à la disponibilité énergétique. Donc de là est né un certain nombre de concepts, et vous avez sans doute en tête hein, la notion d'index glycémique qui donc a été mise en évidence par Jenkins au début des années 80, sur laquelle on est beaucoup revenu, et à juste titre, puisqu'en fait l'index glycémique, il se définit par la différence ou la comparaison d'air sous la courbe de glycémie de 50 grammes de glucides issus d'un aliment versus l'air sous la courbe de glycémie de 50 grammes du glucide de référence, et le glucose notamment. Donc, 50 grammes de glucides, vous pouvez en avoir à travers peut-être 50 grammes quasiment d'aliments si vous mangez du sucre pur, ou à travers plusieurs centaines de grammes si vous prenez un aliment qui contient moins de glucides. D'où la notion de charge glycémique qui permet de corréler en fait l'index glycémique à la quantité de glucides d'une portion d'aliment usuel. Alors bien évidemment, ça dépend de la portion, mais ça a le mérite de donner un indicateur un peu plus réaliste
finalement la réponse glycémique d'un aliment par rapport à l'ingestion d'une portion. Cette charge glycémique, elle a un certain nombre de limites, hein. C'est pas du tout des données linéaires. Donc, on sait que plus la charge glycémique est importante, ou plus la quantité, plus exactement, de glucides est importante, et moins la charge glycémique le sera proportionnellement. Mais là aussi, ça donne une tendance qui a le mérite de relativiser un petit peu cette notion, selon laquelle, à partir du moment où on va consommer des glucides complexes, on va avoir une libération qui sera progressive et une moindre perturbation de glycémie. Et à travers tous les exemples que je vous ai cités, que ce soit des céréales soufflées, que ce soit des galettes de riz, des succès d'année de pain ou autre, où on va avoir effectivement de l'amidon, mais de l'amidon qui aura subi un niveau de transformation important et qui va se comporter au final, entre guillemets, comme un sucre rapide d'un point de vue de la réponse glycémique. Et vous voyez ici, par exemple, sur la charge glycémique du pain blanc par rapport ou des céréales soufflées, si je reste sur l'exemple de tout à l'heure, vous allez avoir une portion usuelle de 30 grammes. Alors, beaucoup de gens mangent beaucoup plus que 30 grammes, mais c'est ce qui va être recommandé sur le paquet du céréal. Vous avez une charge glycémique de l'ordre de 20. Là où vous consommez une assiette de lentilles à 150 grammes en poids cuit, vous allez avoir quasiment 3 fois moins de réponse glycémique. Donc, encore une fois, hein, la charge glycémique a des limites, mais elle permet de mettre en évidence de manière partielle en fait, l'impact du niveau de transformation sur la réponse glycémique, et on peut en établir des abacs ou des référentiels. Je vous ai pas parlé encore du produit laitier qui fait partie des aliments qui, en général, qui ont leur place au petit déjeuner. Et il ne s'agit pas de les critiquer pour autant, parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps. Je vais aller assez vite parce que le temps passe et j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur chacun des aliments. Mais quand on regarde la littérature aujourd'hui, on n'a absolument euh, aucun lien de causalité entre l'apport de calcium issu des produits laitiers et la prévention de la déminéralisation osseuse, voire de l'ostéoporose. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'évoquer que le produit laitier doit être évité. Il peut être amené à être évité en fonction des situations et d'un certain nombre de troubles fonctionnels, mais ça n'en fait pas pour autant un aliment qui va être indispensable. Et là, il y aurait beaucoup de notions à développer. Je le ferai plus sous forme de questions si vous le souhaitez, mais j'ai juste mis ici cette illustration donc, qui est issue une publication qui a notamment analysé en fait les variations de sécrétion d'incrétine, donc de GLP et de GIP. Effectivement, ce sont des hormones qui ont bonne presse actuellement par rapport aux traitements qui peuvent être proposés contre l'obésité. Et Sabine vous en a très bien parlé. Mais il faut savoir que certaines protéines vont avoir un effet insulinotrope, notamment par le soutien de l'action de la sécrétion d'incrétine et notamment de GLP et de GIP. Et on sait que les protéines de lactosérum, donc les fractions solubles des produits laitiers, ont une tendance à avoir un effet insulinotrope via une forte sécrétion de GLP. Et donc, cette notion, elle est rarement évoquée, elle n'est pas spécifique aux produits laitiers, hein. Quasiment toutes les protéines vont avoir un effet de soutien à l'action de l'insuline. Elles n'ont pas un effet sur la sécrétion d'insuline directe, hein. C'est pour ça que la nuance est très importante. Mais effectivement, des produits qui sont conçus à la base pour la croissance, ce qui est le cas pour un produit laitier, c'est tout à fait cohérent qu'il ait une action de soutien en fait, d'un contexte anabolique et de mise en réserve. Et c'est en soi un élément qui est très positif. Simplement, quand il est surconsommé et de manière chronique, effectivement, on peut se poser la question des effets potentiels à long terme. Et donc, pour compléter un petit peu cette notion de charge glycémique, il peut être intéressant de parler de charge insulinique, qui va justement permettre de nuancer, à savoir qu'effectivement, un aliment qui va avoir une charge glycémique élevée va avoir tendance à avoir une charge insulinique qui le sera également. Mais par contre, il peut exister des aliments à faible charge glycémique qui vont exercer un effet insulinotrope, et notamment ces histoires de protéines laitières. Et vous connaissez tous, je pense, cette notion d'insulinorésistance. On parlait tout à l'heure de prise de poids en introduction avec Sabine, et euh, une des conséquences bien documentées de l'insulinorésistance, c'est la capacité à mettre en réserve plus facilement en fait, hein, l'excès
de calories, que ce soit sous forme de glucides, sous forme de lipides ou autre. Et là, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails faute de temps, mais toujours est-il que cette accumulation de graisse dans le tissu adipeux va générer un foyer inflammatoire de bas grade, notamment par l'hypertrophie adipocytaire qui est liée à cette accumulation de graisse. Et cette hypertrophie va être associée à une baisse de vascularisation qui va générer une mobilisation de macrophages et l'initiation de toute la cascade pro-inflammatoire, notamment par les facteurs de signalisation comme NF-κB et toutes les sécrétions de cytokines comme l'IL-6, l'IL-1 bêta, qui vont entretenir potentiellement un foyer d'inflammation systémique de bas grade, qui en général se cumule à d'autres facteurs. Et classiquement, le syndrome métabolique est le tableau clinique caricatural de cette insulinorésistance. Et cette insulinorésistance va se traduire par une augmentation du stress oxydant, tout simplement, puisqu'on crée une hyperpolarisation au niveau de l'espace intermembranaire des mitochondries. Et ces mitochondries n'arrivent plus à gérer tout simplement le flux énergétique qui est associé en fait à cette forte consommation d'aliments insulinosécréteurs. Et donc, une réponse adaptative, c'est de créer de la résistance à l'insuline au niveau cellulaire, sauf qu'on tombe dans un véritable cercle vicieux qui, à un moment donné, va amener effectivement, au-delà de la prise de poids, potentiellement à des risques de diabète de type 2. Et il suffit de regarder l'évolution de la prévalence du diabète de type 2 ou d'autres pathologies pour lesquelles on suspecte fortement l'insulinorésistance de jouer un rôle important. Typiquement la maladie d'Alzheimer, hein, qui est de plus en plus évoquée comme étant potentiellement un diabète de type 3 ou une insulinorésistance cérébrale ou centrale, où effectivement on sait qu'on a un certain nombre de mécanismes qui sont impliqués. Là aussi, je vais pas aller plus loin dans le détail parce que le temps passe vite. Donc concrètement, comment on peut basculer de notre petit déjeuner vers petit déjeuner évoqué vers des aliments qui seront plus adaptés, sans dire qu'ils sont idéaux, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'aliment idéal en tant que tel. Et ça rejoint complètement ce que vous a indiqué Anthony précédemment et qui est mon discours habituel, à savoir qu'on va avant tout favoriser des produits qui sont bruts. Donc plutôt que d'aller vers des produits soufflés, extrudés ou des galettes de riz, tout simplement aller vers des flocons d'avoine ou flocons de d'épeautre, après peu importe l'origine, mais dans tous les cas, d'avoir simplement un compactage mécanique qui ne va pas déstructurer la matrice comme peut le faire les éléments évoqués. Si vous consommez du pain, effectivement, d'aller plutôt vers du pain qui va alors être complet potentiellement, c'est un conseil là aussi qui est bien connu, mais un pain qui est au levain, indépendamment de la qualité, l'origine de la farine, on peut parler de petite épeautre, d'amidonier ou autre, mais le levain a plusieurs intérêts, notamment celui de réduire la charge en facteurs antinutritionnels dont on parle beaucoup actuellement avec les phytates, les oxalates et autres, et c'est vrai que cette notion de fermentation va avoir un impact très intéressant sur la biodisponibilité des minéraux et sur la réduction en fait de l'impact potentiel des facteurs antinutritionnels, notamment sur la perméabilité intestinale ou tout simplement l'inconfort digestif. Et cette fermentation va aussi interagir avec le microbiote intestinal. Et on a plusieurs publications qui mettent en évidence que la qualité du microbiote va impacter de manière plus importante sur la réponse glycémique à la suite de la consommation d'un aliment glucidique que le critère complet ou raffiné. Alors après, il y aurait beaucoup de choses aussi là à évoquer par rapport à cette notion, mais euh, on a très bien documenté et on documente de mieux en mieux vraiment le rôle central que joue le microbiote vis-à-vis du risque d'insulinorésistance. Et finalement, le fait de consommer un pain qui a subi une fermentation longue, donc un pain au pur levain, présente un effet qui est bénéfique, notamment par l'interaction avec le microbiote. Et ça, on le voit avec un certain nombre de produits fermentés. On a l'exemple du thé puer, par exemple, qui présente des spécificités indépendamment de son origine en tant que thé vert ou autre, et notamment grâce à l'interaction avec les bactéries du microbiote. Plutôt que d'aller vers des aliments sucrés, d'aller vers des aliments effectivement qui vont donner aussi de la satiété, c'est-à-dire des protéines, des fibres, des graisses, et on va voir les autres par la suite. Mais ici, vous avez du beurre, tout simplement, parce que le beurre est très souvent diabolisé compte tenu de sa teneur en matière grasse, mais aussi par rapport à son profil en acides gras.
Et on sait que le caractère hétérogène des acides gras saturés, alors est dépendant de la longueur de chaîne de ces acides gras saturés, mais aussi de la réponse insulinique associée à l'aliment qui va contenir ces acides gras saturés. Donc finalement, si vous avez une charge insulinique qui est faible au cours de votre petit déjeuner, mais que vous avez du gras, ces acides gras saturés ne sont pas associés à un effet hétérogène, en tout cas de manière significative. Et on a parfois tendance à recommander des margarines ou des produits qui, là aussi, sont des produits transformés et qui vont malheureusement parfois générer des acides gras trans, donc suite à une hydrogénation partielle. Et on sait que le niveau d'acides gras trans, notamment d'origine industrielle, c'est-à-dire transélaïdique plus que les transvacciniques, qu'on va retrouver plutôt dans les matières grasses des ruminants. Donc cet acide élaïdique va avoir tendance transélaïdique va avoir un effet hétérogène qui est beaucoup plus documenté que les acides gras saturés en tant que tels. Et pour autant, quand vous prenez une étiquette alimentaire, vous n'avez pas aujourd'hui forcément cette information, tout simplement parce que réglementairement, on n'a pas d'obligation à mentionner le taux d'acide gras trans. On a une directive européenne qui date de 2016, qui n'a pas été retranscrite aujourd'hui, ce qui est quand même là aussi quelque chose d'assez étonnant. Alors, plutôt que d'aller vers la fameuse pâte à tartiner qu'on a évoquée, vous pouvez vous orienter tout simplement vers des oléagineux, une bonne poignée de noix, noisettes, amandes, une trentaine de grammes. Alors, des amandes plutôt européennes que californiennes pour des raisons écologiques et éthiques. J'en reviens un petit peu à l'introduction pardon, de départ par rapport à ce triple ciblage toxicologique, écologique et nutritionnel. Et vous allez là aussi garder toute la matrice alimentaire. Et donc, je ne reviens pas sur ce qui a été évoqué par Anthony, mais vous pouvez éventuellement aller vers des produits sous forme de purée qui vont permettre de tartiner justement votre pain si vous en consommez ou autre, et qui seront des produits qui ont subi une transformation, mais qui sera très modérée, simplement par une pression mécanique de broyage et qui permet d'avoir là aussi un aliment de bonne qualité, souvent plus digeste. Après, on pourra faire attention à la quantité pour des gens qui seront sensibles au niveau intestinal par rapport aux facteurs antinutritionnels. Je vous donne juste cet exemple très imagé de l'avocat parce qu'il est un peu dans la caricature de l'aliment sain, où effectivement, si on regarde sa composition nutritionnelle, vous avez une très grande quantité d'acide oléique, un certain nombre de polyphénols, des fibres prébiotiques. Donc, nutritionnellement, c'est un très bon aliment. Par contre, on sait que l'empreinte hydrique, l'empreinte écologique au sens de l'empreinte au niveau des émissions de gaz à effet de serre va être tout sauf négligeable, notamment en fonction de l'origine du produit. Et on a également des problématiques d'ordre social, éthique, avec notamment de la corruption, avec des pénuries d'eau dans certaines zones qui sont très productrices d'avocats. Donc on voit que en fait, le fait de mettre en avant un aliment peut fortement impacter d'autres critères comme ceux que j'ai mentionnés précédemment. Donc, plutôt que le jus d'orange, allez vers un fruit que vous allez croquer et vous consommez un jus d'orange tel que je vous l'ai mentionné en début d'intervention. Vous allez facilement retrouver l'équivalent de 2 ou 3 oranges que vous allez pouvoir boire en quelques secondes à peine si vous le souhaitez. Essayez de manger 3 oranges et vous verrez si effectivement vous mettez aussi peu de temps que pour boire votre verre de jus d'orange. Ça illustre parfaitement ce que indiquaient Sabine et Anthony tout à l'heure. Donc, on ne peut absolument pas confondre l'effet d'un jus d'orange avec l'effet d'une orange en tant que telle. Ça ne veut pas dire qu'il faut diaboliser le jus d'orange, mais simplement le considérer avant tout comme un vecteur de sucre, d'eau, de quelques vitamines. Mais le fruit ne se résume pas simplement à une somme de fructose. Quand vous regardez les teneurs en fructose, elles sont variables en fonction des types de fruits, mais elles sont relativement modérées. Et finalement, cette quantité peut être tout à fait métabolisée, non seulement au niveau entérocytaire, mais aussi au niveau hépatocytaire. C'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs de l'excès de consommation de fructose, c'est l'accumulation de graisse au niveau du foie, donc la fameuse stéatose hépatique non alcoolique. Et la consommation de fructose sous forme libre
est associée à une augmentation du risque de stéatose. On a aujourd'hui des adolescents, des jeunes adultes qui sont parfois à des consommations de plus de 100 grammes de fructose par jour sous forme libre, donc de produits ultra transformés. Là où quand vous allez consommer une pomme, une poire, etc., vous allez avoir, on va dire, une dizaine de grammes de fructose si on prend large, mais ce fructose va être enfermé dans sa matrice alimentaire. Vous allez la mastiquer, donc vous allez prendre beaucoup plus de temps. Les fibres vont avoir un effet d'interaction avec le microbiote qui lui-même va moduler la réponse glycémique, comme je l'ai indiqué. Ce fruit va vous donner beaucoup plus de satiété. Le fructose est métabolisé et donc ne génère pas de stockage accru au niveau des hépatocytes. Et tous les polyphénols associés vont aussi avoir des effets protecteurs sur ce critère. Donc, quand on regarde la littérature, on sait que la consommation d'environ 2 fruits par jour n'est absolument pas associée à une augmentation du risque de stéatose, dès lors que c'est la principale source de fructose, mais au contraire a plutôt un effet qui est protecteur, là où la consommation de 2 ou 3 jus de fruits par jour, lui, peut majorer le risque compte tenu de la quantité de fructose associée. Je vais peut-être pas tout dérouler parce que le temps passe bien et je veux pas non plus retarder tout le monde, mais il y aurait beaucoup de choses à mentionner, ne serait-ce que là sur le café, par exemple, si on reste dans le petit déjeuner, où effectivement, on a souvent et longtemps vu le café comme étant problématique par rapport à sa teneur en caféine. Or, quand on regarde la concentration en polyphénol, le café est un des aliments boissons qui est le plus dense en polyphénol. Et là aussi, quand on regarde la littérature, on a un effet protecteur de la consommation modérée de café. Alors, qu'est-ce que veut dire modéré? Je vais y revenir plus tard, par rapport à notamment la présence de ces polyphénols et notamment vis-à-vis de la protection des fonctions endothéliales, vis-à-vis du risque de stéatose que j'ai mentionné tout à l'heure, ou en cas d'hépatite, par exemple, là aussi c'est bien documenté, comme en cas d'insulinorésistance, comme en cas de maladie neurodégénérative. Donc ça, c'est entre autres lié à la très forte teneur en polyphénol. Et après se pose la question de la caféine. Et là, je vais très vite, faute de temps, mais il y a 2 critères qui sont à intégrer quand on parle de caféine. C'est non seulement effectivement la sensibilité à la caféine qui va être dépendante notamment de la capacité de métabolisation au niveau hépatique, mais aussi de la sensibilité de certains récepteurs qu'on appelle les récepteurs A1 et A2, en fait, qui sont des récepteurs sensibles à l'adénosine, qui est un composé qui va générer la pression de fatigue au cours de la journée. Et quand on a cet effet d'éveil de la caféine, en fait, c'est simplement parce qu'elle vient se loger sur ces récepteurs et donc empêcher l'adénosine d'exercer cet effet. Et donc, on a des polymorphismes génétiques qui expliquent que finalement, la sensibilité aux récepteurs va être très variable selon les personnes. Et l'autre critère génétique, c'est la vitesse de métabolisation de la caféine au niveau hépatique. Et la recommandation de consommer ou non du café va dépendre là aussi de la charge en xénobiotiques et de la capacité en fait du foie à à gérer pardon, l'ensemble de ces facteurs pour les oxyder, puisqu'en fait, c'est la première phase hein, du foie, la première phase de détoxication, qui va être à l'origine de la dénaturation en fait, des xénobiotiques, dont la caféine, et la deuxième phase qui va permettre notamment par l'association de composés soufrés, de solubiliser et d'éliminer ces xénobiotiques. Donc, en soi, la consommation de 2 à 4 cafés par jour aujourd'hui est plutôt reconnue comme un facteur protecteur. Après, tout dépend de la sensibilité à la caféine, comme je le précisais à ce niveau-là. Au niveau des recommandations de l'ANSES, on est à 400 mg par jour maximum et pas plus de 200 mg par prise. Je vais aller vite pour pas prendre de temps. Le soja, on pourra là aussi peut-être en reparler sous la forme de questions ou autres, puisque on a un dernier rapport qui est sorti récemment, hein, qui a fortement remis en question les niveaux de recommandations. On parle donc des valeurs toxicologiques de référence qui ont été fortement abaissées, où on était sur des quantités de phytoestrogènes et notamment de génistéine qui étaient de l'ordre de 1 mg par kilo de poids corporel par jour jusqu'à peu de temps et notamment par un rapport de 2005. Et les quantités ici ont été très fortement réduites à 0,01 mg ou 0,02 mg par kilo de poids corporel par jour, ce qui amène en fait à rendre complètement
impossible toute consommation d'une portion de soja, quelle que soit l'origine, sans dépasser ce seuil, et on en reparlera peut-être par la suite. Et l'effet notamment des phytoestrogènes dépend beaucoup du microbiote. Et on voit par exemple que dans des populations traditionnelles japonaises qui ont l'habitude de consommer du soja, on a une variété de bactéries au niveau du microbiote qui ont une capacité de métabolisation qui n'est absolument pas la même que le microbiote de population occidentale. Et ça explique en partie, en tout cas, enfin, pour bonne partie, le caractère hétérogène des conclusions qu'on peut avoir vis-à-vis des effets des phytoestrogènes, notamment au niveau des fonctions cardiovasculaires, au niveau de la prévention contre certains cancers, et en particulier les cancers hormonodépendants. Je terminerai un petit peu par cette histoire d'œuf dont on parle aussi beaucoup, qui est au cœur des polémiques depuis très longtemps, et notamment depuis cette étude des 7 pays qui a été médiatisée et qui date des années 1960. Or, aujourd'hui, quand on regarde la littérature, on a une pléthore de publications qui ne montrent absolument, là aussi, aucun lien de causalité entre la consommation de cholestérol d'origine alimentaire et l'augmentation du risque athérogène. Donc là, je vais pas plus loin puisque Pierre Vladimir vous en parlera, je pense, un peu plus à ce niveau-là. Mais euh, si vous avez des questions sous la forme des échanges qu'on aura tout à l'heure, je pourrai y répondre, bien entendu. Juste petite parenthèse par rapport à un certain nombre de facteurs de confusion dans les conclusions de publication qui qui mettent en évidence une augmentation du risque athérogène et une augmentation de la cholestérolémie suite à la consommation d'œufs. C'est le mode de consommation des œufs, tout simplement. Où effectivement, si vous mangez votre œuf à la coque mollet de cette façon, ou si vous le mangez avec du bacon, avec du pain transformé, du fromage porté à haute température, vous comprenez assez facilement qu'on ne peut pas considérer qu'on aura les mêmes effets en termes de santé. Et malheureusement, la plupart des données qui sont utilisées dans ces publications sont des données autodéclaratives, avec parfois des questionnaires qui vont être faits simplement au moment du début de l'étude, à 6 mois en fin d'étude, ce qui n'est absolument pas le reflet de la qualité de l'alimentation de la personne et notamment de la façon dont ils vont consommer les œufs. On a beaucoup évoqué le risque, l'augmentation du risque cardiovasculaire, notamment chez les personnes diabétiques. Et on sait que, en fait, c'est avant tout lié à la présence d'une inflammation systémique de bas grade chez ces personnes qui vont aussi d'ailleurs augmenter les risques d'insulinorésistance de ce fait-là, mais c'est absolument pas lié à l'œuf en tant que tel. Et l'analyse en fait du niveau d'oxydation des LDL oxydés est un marqueur beaucoup plus intéressant pour évaluer le risque athérogène, hein, tout simplement des LDL plus que la quantité de LDL en tant que telle, ce qui est malheureusement peu réalisé en routine. Et une autre notion qui est importante également, c'est bien sûr la taille des LDL, et on sait que les LDL petites et denses sont celles qui sont le plus associées à un risque athérogène. Et quand on regarde les publications, on voit que la consommation quotidienne d'œufs est plutôt associée à une augmentation de la taille des LDL, donc plutôt à un facteur si ce n'est protecteur, en tout cas, qui n'augmente pas le risque, contrairement à ce qu'on entend assez régulièrement. Et pour cuire les œufs, vous allez parfois utiliser ce type de poêle. Alors, vous avez là aussi peut-être en tête l'interdiction depuis quelques années, 2020 en France, de certains composés, hein, notamment on parle de PTFE ou de PFOA. Donc, pour le PFOA en l'occurrence, hein, quand vous avez du téflon ou des composés anti-adhésifs, en fait, vous avez surtout deux composés. L'un qui va permettre d'éviter le côté d'accroche en fait, hein, de l'aliment, et l'autre qui va être le vernis pour pouvoir maintenir en fait cet effet, sauf que le vernis peut se dégrader très vite. Si vous avez des poêles anti-adhésives, vous le connaissez certainement chez vous. Et c'est ce qu'on voit ici avec des poêles qui sont rayés, et on n'a aucune analyse en fait du niveau de migration lorsque les poêles sont dans ces états-là. En fait, quand on fait des analyses, c'est avec une intégrité parfaite de ce vernis, sauf que la très très grande
grande majorité des gens continuent à utiliser des poêles quand le vernis est largement altéré. Et on a remplacé le PFOA par du Genix ou autre. Et quand on regarde les données de littérature assez récentes, puisque finalement on l'utilise depuis relativement peu de temps, on a des effets qui sont tout aussi problématiques que le PFOA. Donc en fait, on ne fait que repousser le problème, là où on peut simplement utiliser des ustensiles comme l'inox qui permettent d'avoir une très bonne stabilité, d'avoir un impact écologique qui sera aussi beaucoup plus intéressant, puisque ce qu'on appelle les PFAS ou je vous parlais de PFOA ou de PTFE, sont des composés qu'on ne sait absolument pas réutiliser, recycler. Donc, c'est des composés qui ont des durées de vie extrêmement longues. Ils font partie des POP, hein, des polluants organiques persistants. C'est un vrai enjeu écologique, au-delà simplement de la question de santé. Et puis, bon, j'aurais pu parler du jambon et autres, mais je vais m'arrêter pour pas prendre plus de temps. Voilà, je vous remercie pour cette attention. Merci beaucoup, Anthony. Alors, vous l'avez compris, Anthony est une mine. Il forme d'ailleurs des médecins, des nutritionnistes, des diététiciens en quantité hein, sur tous ces sujets. Tu as montré le livre qui paraît, je crois, la semaine prochaine, mais est-ce que tu peux redire son titre? Oui, en fait, alors, il est long, le titre. C'est 41 préjugés déconstruits par un nutritionniste et remettez du bon sens dans votre assiette. C'est-à-dire que voilà, effectivement, là, vous voyez un exemple d'idées reçues qui sont traitées. Voilà, on peut parler des produits laitiers, du fait de manger des féculents à chaque repas. Est-ce que le vin rouge est bon pour le cœur? Est-ce qu'il faut absolument manger vegan pour être écologique? Est-ce que manger vegan est synonyme de mauvaise santé? Le téflon, on en a parlé, etc. En fait, mon dernier livre avant celui-ci est un livre qui, je dis souvent, pèse 1,6 kg plus que le nombre de pages, c'est-à-dire qu'il comptabilise plus de 1000 pages, mais surtout plus de 10 000 publications. En fait, c'est un livre que j'ai mis plus de 10 ans à écrire, avant tout parce que ce temps-là été dédié à l'analyse en fait de la littérature sur ces trois versants, encore une fois écologique, toxicologique et nutritionnel, pour essayer en fait de donner une approche la plus simple possible au final, mais la plus résiliente, la plus cohérente par rapport à ces critères-là. Là où habituellement on a tendance à, encore une fois, prioriser un aspect par rapport à un autre, ce qui va contribuer à la cacophonie. Donc cette cacophonie, elle est présente autant chez les professionnels que le grand public. Donc le dernier livre était vraiment dédié à étayer ces éléments au niveau scientifique. L'idée à travers celui-ci, c'est d'être beaucoup plus accessible à tous les publics. Donc il y a un très beau travail qui a été fait par Jean-Baptiste Lucas, illustrateur. Vous avez vu quelques illustrations dans ce que j'ai présenté pour justement imager des données qui peuvent être parfois un petit peu complexes. Donc celui-ci, il est vraiment dédié à, j'ai envie de dire, à tout le monde, toutes les personnes qui se posent des questions sur ces grands sujets d'actualité autour de la nutrition. Mais merci Sabine de me permettre d'en parler. Bah, il n'est pas sorti encore, il sort officiellement dans une semaine, tout juste, puisque ça sera Il est en précommande. il est en Ne précommande. tardez pas trop. Je crois qu'il est même en rupture de Oui, précommande sur c'est ça. une plateforme. Mais je pense que ça va vite être résolu à ce niveau-là. Voilà, donc vraiment, grand merci pour tous ces éclairages. Alors, comme vous le comprenez, les réunions du groupe de travail nutrition, santé, alimentation du fonds de dotation Solid Ground sont extrêmement riches. Il y aurait effectivement beaucoup plus de choses à dire. Alors, modulo la disponibilité des uns et des autres, mais c'est vrai que ce serait quand même pas mal de refaire un webinaire pour attaquer quelques-uns des autres sujets qui sont là et qui sont tout aussi importants et intéressants que ceux qui viennent d'être évoqués. Sur le soja, le fameux rapport de l'ANSES, on a eu effectivement beaucoup de questions. Donc, merci Anthony d'avoir passé un petit peu de temps là-dessus. S'il y a des questions complémentaires sur ce rapport, spécifiquement soja, n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour qu'on puisse traiter cette question-là un tout petit peu plus tard ou que Anthony puisse y répondre en direct. Ouais, si tu veux, Euh, Pardon, en 30 secondes, si tu veux, je peux juste faire un état des lieux très rapide sur ce bien sûr. rapport-là. Il faut savoir que c'est un rapport qui a été avant tout destiné à la restauration collective, mais qui effectivement a été aussi
très médiatisé là, ces dernières semaines. Et je parlais de ce seuil d'abaissement en fait, de 1 mg d'isoflavone à 0,01 mg. Et c'est une quantité qui est absolument pas retrouvée dans les autres recommandations qu'on peut avoir au niveau européen, au niveau des différents pays. Quand on regarde les niveaux de consommation traditionnels, on est plutôt sur 50 à 70 mg, notamment quand on parle des populations japonaises, ce qui rend en fait cohérent cette recommandation de 1 mg par kilo et qui était en fait la référence jusqu'à présent. Il faut savoir que la plupart des données qui ont été utilisées ne mettent pas en avant en fait, le côté protecteur des phytoestrogènes. Et je parlais du microbiote, c'est un critère qui est très important à considérer à ce niveau-là. Mais globalement, la consommation de soja de manière traditionnelle, notamment fermentée, euh, est plutôt un facteur de protection. Par contre, consommer des aliments ultra transformés qui ont perdu leur matrice, comme on l'a évoqué, là, oui, on peut effectivement vite atteindre des quantités qui peuvent être, entre guillemets, problématiques, mais surtout qui ont été déstructurées. Et ça rejoint vraiment la présentation d'Anthony à ce niveau-là. Et de la même façon, on a beaucoup de données qui sont avant tout des données précliniques. On a très peu de données sur des essais cliniques de qualité. Donc, ce rapport, il fait beaucoup parler de lui, mais avec une profondeur scientifique qui est largement discutable là aussi, parce que si vous mangez du tempeh, du miso, une portion, vous dépassez amplement, pour avoir un ordre d'idée, on est très facilement à 10-20 mg par portion. Et encore une fois, si vous prenez un ratio à 0,01 mg par kilo de poids corporel, bah, vous le dépassez largement. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est pas des données qui confortent des données plus anciennes, c'est plutôt des données qui sont extrêmement prudentes. Et on parle de valeurs toxicologiques de référence, c'est-à-dire qu'on a appliqué aussi des raisonnements de toxicité et non pas des raisonnements qui devraient être appliqués à l'aliment en tant que tel, quoi. Mm. Et en tous les cas, ce qu'on peut retenir sur cette affaire de soja, c'est aussi que la fermentation, donc toutes ces techniques traditionnelles, tu as évoqué le tempeh, le natto, la sauce de soja, qui sont des fermentations, permettent de diminuer ce type de facteurs. Donc ça reste quand même à avoir en tête. Et effectivement, par contre, le lait de soja ou des produits qui sont absolument pas euh, fermentés ou transformés correctement, qui exposent davantage. Mm. Et ce qui corrèle, en fait, bah, ce qui conforte cette notion d'interaction avec le microbiote, qui est vraiment la pierre angulaire. Et c'est ce que j'évoquais, c'est ce qui explique en grande partie les contradictions qu'on peut retrouver dans un certain nombre de conclusions. Parce qu'en fait, l'étape métabolisation par le microbiote, c'est pour ça qu'on parle d'œstrobolome également. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de bactéries qui vont notamment produire des enzymes comme la bêta-glucuronidase ou autres qui vont modifier la cinétique en fait, de ces phytoestrogènes. Et ça, c'est très dépendant selon les populations en fait, et leurs habitudes culturelles de consommation des aliments, quoi. Merci beaucoup, Anthony. Et c'est un des points qu'on a d'ailleurs vu dans le référentiel pour information, qu'on verra tout à l'heure, qui est que la sous-transformation, c'est-à-dire la non-transformation des aliments pour les rendre réellement biodisponibles et lever les facteurs antinutritionnels, est également un facteur de, entre guillemets, mal-transformation. Ça fait partie des choses qui sont intégrées aussi dans la réflexion.